Euh, ok. Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 13e rendez-vous des biodéchets organisé par Green Creative. Je me présente, Paul Panier, du coup je travaille pour Green Creative. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Green Creative, on est une entreprise industrielle française qui conçoit et fabrique des équipements de déconditionnement de biodéchets et plus récemment des équipements de filtration. Je suis aujourd'hui accompagné de ma collègue Élodie Descros qui va s'occuper de gérer vos questions que vous pouvez poser tout au long du webinaire dans le chat ou dans l'onglet Q&A qui est fait pour ça. Je suis ravi aujourd'hui d'avoir avec moi Xavier Labatte, donc PDG du groupe Labatte. Bonjour Xavier. Salut, comment tu vas? Très bien. Et Bruno Bonvin de la société Engreen qui est basée en Suisse. Bonjour Bruno. C'est ça, bonjour, merci pour l'invitation. Eh ben, c'est nous qui vous remercions. À l'agenda, du coup, aujourd'hui, c'est toujours le même format. On a 15 minutes d'échange avec nos deux invités sur le sujet du jour, qui est la filtration est-elle nécessaire pour les exploitants du biodéchet? Et on dédie les 15 dernières minutes à répondre à vos questions que vous aurez posées, du coup, dans le chat et que Elodie va nous faire remonter. Donc, je propose de démarrer tout de suite. Et peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, là, je vais vous demander à Xavier et à Bruno déjà de vous présenter, et de nous présenter un peu plus chacun votre structure aussi, votre rôle, et puis et le territoire dans lequel vous évoluez. Xavier, je propose que vous commenciez. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous inviter à ce webinaire, hein. Alors, je suis agriculteur dans les Landes, hein, dans le 40, dans le sud de la France. Et effectivement, au-delà d'être agriculteur, je suis collecteur de déchets. Et nous avons aussi deux unités de méthanisation. La première, XL Métaland à Jetmo, qui retraite des déchets agricoles et agroalimentaires, hein, sur une grosse usine, puisqu'elle traite plus de 100 000 tonnes de déchets. Et la deuxième qui nous intéresse davantage, qui est Adour Méthanisation, qui est une usine qui a déjà 12 ou 13 ans en méthanisation et 14 ans en biodéchets, donc qui retraite des déchets urbains, collectifs, agroalimentaires et biodéchets. Voilà. Eh ben, merci pour cette rapide présentation. Bruno, de votre côté? Je travaille pour la société Engreen basée en Suisse, dans le canton de Fribourg. On gère 8, 9 installations de biogaz dont on est actionnaire entre 50 et 100%. À l'exception d'une, on a un mandat de gestion. Elles sont toutes considérées comme des installations de biogaz agricole, donc c'est-à-dire qu'on doit traiter 80% de déchets issus de l'agriculture et au maximum 20% de déchets issus de l'industrie, à l'exception du mandat de gestion où là c'est une installation de biogaz industriel. Donc là on n'a pas de restriction sur les pourcentages de déchets. Donc ma mission c'est vraiment la gestion des flux de déchets, que ce soit les déchets agricoles ou surtout les déchets industriels. Donc là c'est les invendus de supermarchés, les collectes des capsules comme les capsules de café Nespresso, Nestlé, et sinon toutes sortes d'invendus, enfin pas d'invendus, plutôt de reflux d'industrie du type Mm. le lait et ce genre de choses. Et vous êtes basé principalement en Suisse romande? Ou c'est... Non, alors ouais, le gros des installations se trouve entre Genève et Fribourg, donc Fribourg qui se trouve au centre de la Suisse. Ouais. Mais on en a encore deux en Suisse allemande à Berne. Ok, très bien. Voilà. Entre Berne et Genève, on va dire, voilà. Ça marche. Bon, bah, on est ravis de vous accueillir Bah, merci à vous. sur ce webinaire. Donc, on va commencer pour valoriser les biodéchets. On parle toujours, et on essaie toujours de l'avoir en tête, de la qualité de soupe issue du déconditionnement. C'est vraiment l'objectif numéro un. Alors, Bruno, peut-être qu'on va y revenir pour la Suisse, mais en France, nous, on a une réglementation qui existe sur ce sujet, et notamment avec la rubrique ICPE 2783 qui impose des seuils de qualité. Brièvement, mais qui impose d'être en dessous de moins de 0,3% d'inerte, que ce soit du plastique, du verre ou du métal, dans la matière sèche Mhm. issue du déconditionnement. Xavier, selon vous, cette législation, elle est alignée avec les enjeux environnementaux qu'on a aujourd'hui, qu'on connaît tous?
Première question. Puis deuxième question, de l'autre côté, est-ce qu'elle est accessible? Est-ce qu'elle est applicable pour les exploitants? C'est quoi votre point de vue là-dessus? Alors déjà, on retraite effectivement des biodéchets, parce que je n'en ai pas trop parlé tout à l'heure, hein, 15 000 tonnes environ, hein, divers et variés, et ça depuis 2011. Et on s'est aperçu effectivement que ces normes-là, pour nous, sont insuffisantes en termes qualitatifs. Effectivement, le 0,3% par matière sèche, ça ne représente pas un volume énorme, sauf que en visuel, on a l'impression qu'on pollue nos parcelles tous les ans, d'année en année, parce que dans la mesure où les biodéchets rentrent en méthanisation, par la force des choses, ils rentrent dans un plan d'épandage et donc sont épandus sur les parcelles de proximité tous les ans sur les mêmes parcelles. Et donc on a une accumulation de la matière inerte et plastique en continu. Donc pour moi, la qualité de la soupe n'est pas suffisante à faire. Les normes à appliquer ne sont pas suffisantes à ce jour. Et c'est pour ça qu'on travaille dessus avec l'AMF, je fais partie du GT Biodéchets, justement pour essayer de voir comment on peut améliorer ces normes-là. Ok, donc essayer de réduire encore plus les seuils, hein. Alors C'est, effectivement, c'est réduire les seuils. Alors bien sûr, la problématique se pose des équipements. Bien entendu, est-ce que nos équipements sont capables de pouvoir arriver à améliorer ça? Alors est-ce que ça peut être des équipements sur une première phase de travail ou s'il Hmm. faut travailler en deux fois pour améliorer la qualité de la soupe? Je ne sais pas. Nous, Ouais. on a déjà fait un choix, on en parlera après. Seulement, je pense que en abaissant ces normes-là, bien sûr, ça c'est sujet à contestation, mais c'est pour éviter de se mettre une balle dans le pied à terme dans le monde agricole. Voilà. Donc, je pense que les équipementiers sont à même et ils travaillent pour améliorer les choses en fonction de la demande des agriculteurs méthaniseurs. Ouais, très clair. Et puis vous avez parlé de groupe de travail de l'AMF, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France, hein. C'est ça. Voilà, tout à fait. Et bah, très bien. Alors Bruno, du côté de la Suisse, comment ça se passe au niveau déjà de la législation? Est-ce qu'on est à peu près sur les mêmes critères? Et puis est-ce que vous partagez aussi le point de vue de Xavier? Oui, alors je partage le point de vue que Xavier nous a transmis. C'est clair que quand j'ai commencé à 5 ans, l'une des premières problématiques que j'ai rencontrées, elle était purement visuelle, avec des biodéchets déconditionnés sur l'un de nos sites qu'on livrait ensuite dans des fosses de partenaires. Et puis, c'est clair, 0,1%, en pourcentage, c'est pas énorme, mais si vous faites 0,1% de 20 000 tonnes, ensuite avec peut-être 8% de matière sèche, en grammes de plastique, ça fait vite beaucoup. Donc c'est clair, dans des mêmes fosses qui prenaient chaque semaine entre 50 et 100 mètres cubes, au fil du temps, dans le système de pompage, dans les résidus, c'est du plastique qui s'accumule inévitablement. Donc vous vous retrouvez après une année ou deux avec des fosses qui étaient largement contaminées. En Suisse, à ma connaissance, il y a pas de pourcentage limite. Par contre, toutes nos installations sont labellisées BioSuisse. Et avec BioSuisse, si vous rentrez dans ce label, là, par contre, il y a un critère qui est de 0,05% de plastique par taux de matière sèche. Ok. Cela dit, c'est pas une obligation. Celui qui veut ne pas participer à BioSuisse, ne pas être labellisé, il a le droit de le faire. Après, nous, avec nos 9 installations, il y a peu d'agriculteurs, je pense, de nos jours, qui reprendraient de la matière. Alors, il y en a peut-être encore, mais il y a peu d'agriculteurs qui reprendraient de la matière non labellisée BioSuisse. Euh, Oui, très qui est peu. un gage de qualité. Voilà, donc nous, on s'est engagé volontairement à respecter ce critère de 0,05%. Ouais. Cela dit, c'est pas une obligation. Ok, très clair. Alors justement, vous allez nous en parler. En fait, vous avez tous les deux fait le choix, après des années de déconditionnement, d'ajouter un deuxième outil Mhm. post-déconditionnement, et puis notamment des outils de filtration. Euh, à partir de quand, peut-être Xavier, vous pouvez commencer pour nous parler un peu, nous faire votre retour d'expérience, mais à partir de quand ce besoin il est apparu, il est venu et que vous avez investi dedans? Et puis, alors, deuxième point, c'est vous l'avez fait uniquement pour améliorer la qualité de la soupe, donc ça paraît assez logique, mais est-ce qu'il y a d'autres gains d'ajouter des outils post-déconditionnement? Oui, alors bon, ça fait 14 ans à peu près qu'on est en décondition. On était les premiers en France avec Cita à Strasbourg. Et à l'époque, on a même retardé
notre ICPE méthanisation pour intégrer ce dossier biodéchets dont on ne maîtrisait pas trop. À l'époque, on ne savait pas trop ce que c'était. Donc, je suis parti justement à Fribourg à l'époque, je me rappelle en 2010, voir un petit peu comment en Allemagne, qui était plus en avance que nous, ils retraitaient les biodéchets. À l'époque, les biodéchets étaient obligatoires, le traitement des biodéchets, que pour les grandes surfaces, les centrales d'achat, il faut le savoir. Hein. C'était en mode dégressif par un certain tonnage par an pour pouvoir rentrer dans la boucle des biodéchets. Effectivement, notre expérience, alors bien sûr, c'est une expérience, il y en a bien d'autres, hein, c'est qu'un jour, on a déconditionné, il y a des chocolats Lindt, et effectivement, on les a répandus ensuite dans un champ et à la volée avec une rampe. Il s'avère qu'on n'avait pas enfoui et il a plu le lendemain hein, et on s'est aperçu que ça scintillait de partout. En fait, l'aluminium que l'on sortait, que l'on déconditionnait, restait plus ou moins avec la soupe organique. Et donc, ça m'a fait le déclic. J'ai dit, mais je ne peux pas continuer à travailler comme ça, à mettre des produits inertes ou étrangers dans mes champs de façon continue. Et c'est là où on a commencé à travailler, à réfléchir, donc il y a maintenant 10 ans, sur comment améliorer notre soupe organique, comment trouver des solutions par flottation, par chauffage, par refroidissement, par filtration et autres. Et effectivement, on a développé un concept de passage des soupes après hygiénisation, donc à 70 degrés, afin de fluidifier la matière, hein, pour qu'elle soit beaucoup plus souple, comme une cuisinière qui fait chauffer ses patates, ses choux, etc., et les broie derrière beaucoup plus facilement qu'à chaud qu'à froid. On a eu la même idée, et en fait, on passe cette soupe à 70 degrés pendant 1 heure, qui est l'obligation légale en France en tout cas, et on adapte nos machines de presse à vis un peu spéciale, hein, avec un équipementier pour tenir la température à 70 degrés, parce que les presses à vis de l'époque n'étaient pas capables de résister aux températures continues. Et en fait, on a réussi à trouver une solution technologique, dont on a fait un brevet, on a un brevet européen aujourd'hui qui est validé pour améliorer la qualité de la soupe et sortir avec des valeurs qui sont inférieures encore au label bio suisse que nous a parlé Bruno tout à l'heure. Quoi. Donc, et grâce à ça, alors bien sûr, il y a des inconvénients. Il ne faut pas croire que quand on met une double séparation, ben, il y a la première séparation de primaire, en quelque sorte, où les contenants sont séparés, plus ou moins propres, plus ou moins lavés. Nous, on a un produit relativement propre, lavé. Mais derrière, le deuxième traitement, on extrait avec la soupe dans les filtres un peu spéciaux, rotatifs, ben, malheureusement, des particules un peu plus épaisses que des plastiques, mais on a l'avantage d'arriver par la température à fluidifier tout ce qui est corps gras et qui passe dans les filtres et donc avoir un rapport, un BMP, enfin un potentiel méthanogène intéressant sur nos soupes, malgré tout qu'on a un peu plus de refus en élimination. Mais c'est un choix. On préfère un peu de refus, ne plus avoir du tout d'inerte et de plastique, de perdre un petit peu de fibres parfois Ouais. dans la deuxième partie. Voilà un petit peu notre technologie. Ok, très clair. Et Bruno, alors, du côté de Engreen, comment ça s'est passé ce cap et cet ajout de nouvel équipement? Bon, c'était un peu pour les mêmes raisons que Xavier, hein. Il y avait, quand on a débuté en 2017, 2016, 2017 avec Green Creative, on avait uniquement la Flexi Dry, donc sans le filtre hein, qu'on a Ouais. maintenant depuis quelques années. Quand la machine était totalement révisée, si on veut bien, sans usure, on avait des bons résultats sur la soupe. Mais au fil de l'utilisation, avec une usure qui augmentait avant chaque service, bah, on constatait que la soupe se dégradait un petit peu, la qualité de la soupe. Et puis, bah, c'était cyclique, en fait. On avait des périodes où tout d'un coup, là, on avait plus de plastique dans les soupes, justement, qu'on exportait alors vers nos autres installations de biogaz et qui posait problème après sur la matière qu'on retournait au champ. De nouveau, Mm. on était toujours dans les normes réglementaires, mais visuellement, il suffisait d'un batch ou deux de 20 mètres cubes sur les 10 000 que vous livrez. Si vous les pendez sur un champ, ben ça fait pas très sérieux, quoi. C'est aussi un manque de respect pour les agriculteurs avec qui on travaillait, qui nous amenait de la matière. Donc c'est là qu'on a après réfléchi d'abord de notre côté aussi pour des méthodes de filtration, et puis ensuite avec Green Creative pour l'installation du filtre. Mm. L'avantage qu'on a, c'est que maintenant on déconditionne un peu plus grossièrement sur la FlexiDry de base, donc on a moins d'usure aussi, moins de frais sur cette partie-là.
et ensuite on refiltre derrière. L'inconvénient, comme disait Xavier, c'est qu'on a un petit peu plus de matière après à incinérer avec les plastiques, donc des fibres, peut-être l'écorce de mandarine, d'orange, ce genre de choses. Mais j'ai toujours dit mieux vaut avoir un petit peu plus de plastique, ou enfin un petit peu moins de plastique dans la matière organique et un peu de matière organique dans le plastique que l'inverse. Après, comme ça, on dort tranquille, on sait que la soupe qui quitte notre site, elle est de bonne qualité. Et il suffit voilà, sur les dizaines de milliers de tonnes qu'on traite chaque année, il suffit de quelques livraisons largement contaminées pour ensuite perdre la confiance aussi d'un partenaire. Donc là maintenant avec l'ajout du filtre, c'est clair, on est plus tranquille à ce niveau-là. Ouais, bah très bien. Donc pour ceux qui ne comprennent pas, on parle bien de le déconditionnement sur les indésirables. En fait, vu que ça va faire du travail un peu plus en gros, il y a plus de matière organique qui va rester attachée aux indésirables. Et ça, c'est de la matière Mhm. organique qu'on va perdre quelque part, hein, qui va Voilà. partir avec les indésirables. Mais par contre, ça va vous permettre derrière de filtrer et d'avoir une qualité de soupe avec beaucoup moins d'indésirables aussi dedans. Mhm. Donc c'est un Exactement. gage de sécurité. Mais justement, ça se réfléchit quand même en tant qu'exploitant parce que c'est des calculs, c'est le coût de retraitement des plastiques, le coût de l'ajout d'un équipement, de l'investissement, etc. Comment vous évaluez, comment vous calculez le ROI aujourd'hui d'avoir rajouté des modules de filtration? Alors Xavier, je sais, enfin, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots un peu pour, selon votre expérience? Mhm. Bon, effectivement, c'est un coût de rajouter une deuxième ligne. Bon, il faut savoir déjà qu'il y a les déconditionneurs, il y a toute l'installation de déconditionnement avec la réception, etc. L'hygiénisation, qui font partie des obligations légales, hein. Donc déjà, quand on déconditionne ces biodéchets. Donc ça, cette partie-là ne change pas. On rajoute donc une deuxième phase, souvent sur la partie donc, liquide et extraite. Donc ça suppose des pompes, ça suppose des structures portantes, ça suppose des presses ou autres, ou d'autres technologies comme la FlexiPure de chez vous. C'est un investissement, oui, mais je préfère qu'il vaut mieux gérer du CAPEX et limiter ses OPEX derrière, parce que quelque part, quand on travaille avec un seul matériel, on pense vouloir tout faire bien. Et peut-être qu'on ne fait pas tout correctement, parce qu'on peut avoir une très belle soupe, mais avoir des contenants très sales, mais moins de plastique. L'inversement, on peut faire très propre, mais avoir des contenir des soupes très sales en plastique, parce qu'on va broyer trop vite ou on met trop d'eau. Donc il y a un mélange sur les deux technologies qui nous permet de pouvoir faire d'une certaine façon la première partie, la deuxième, on améliore. Donc le CAPEX, effectivement, est important, puisque pour moi, il représente grosso modo 60% de la première partie. Hein. Donc il faut compter, je ne sais pas, si c'est un investissement de 500 à 600 000 euros, ben, il faut compter 400 000 de plus pour le deuxième équipement. Mais c'est un prix que je donne comme ça, attention, hein, suivant les matériels qu'on utilise. Mais pour moi, c'est indispensable si on veut pas, si on veut continuer à travailler dans les biodéchets. Ouais, ok, très clair. Et de votre côté, Bruno? Donc, c'est aussi la même conclusion, hein. Pour nous, le futur, il se faisait, on le voyait uniquement à travers une soupe quand même de qualité qui nous évitait des discussions avec les partenaires qu'on avait pu avoir par le passé. Hmm. Alors c'est clair, ça coûte un peu plus. Après, c'est de la soupe qu'on transporte vers les installations de biogaz. Donc avant, on faisait payer uniquement le transport de soupe, donc en camion-citerne. Nous, notre mission, c'est qu'elle soit le moins liquide possible. En fait, on essaye de trouver le taux de matière sèche le plus haut pour que ça Ouais. reste pompable en camion-citerne, mais pour pas transporter de l'eau chez nos partenaires. Euh, alors c'est clair, après on a répercuté le coût, par exemple là, de l'achat d'un second filtre et puis des reflux d'organique qu'on incinère sur cette prestation. Donc les partenaires payent depuis quelques années maintenant un peu plus cher, mais c'est clair, tout le monde est gagnant finalement, hein. Puis on voit Ouais. toutes les discussions qu'on a pu avoir par le passé avec les agriculteurs, avec des partenaires, c'est du temps aussi, c'est de l'énergie investie. Maintenant, avoir une soupe propre, voilà, on est tous clairement gagnants. Ouais, et bah, très clair. Merci, on a débordé un peu sur les 15 premières minutes qui étaient planifiées, mais on va pouvoir passer peut-être aux questions. Est-ce que vous avez un dernier mot, Xavier Bruno, sur un conseil à donner? J'aime bien terminer là-dessus. Un conseil à donner pour ceux qui sont dans le biodéchet, qui se posent des questions ou qui vont se lancer aussi. Enfin, votre expérience, je pense, vos retours d'expérience sont bons à prendre. Donc, Bah, alors, je pense qu'il y a des questions pour un peu tout le monde.
pour les équipementiers, donc les fabricants de matériel, d'abaisser la norme, si un jour on doit la débaisser, que la baisser comme en Suisse, à eux de trouver, grâce à cette norme, des moyens technologiques pour améliorer leur matériel. C'est une chose importante à mon sens. Pour les déconditionneurs, ceux qui déconditionnent au quotidien, il faut être vigilant sur les matières premières entrantes, puisque les biodéchets sont très variables. On peut avoir des déchets spot, des déchets de grande surface, des déchets de particuliers, totalement. Ces biodéchets sont différents les uns des autres. Et donc leur travail peut être différent. Et donc il faut être vigilant aussi sur la maintenance des matériels d'équipement, parce qu'il faut croire que les déconditionneurs et les filtres derrière ont de l'usure. Et si on ne maintient pas une maintenance correcte, on peut arriver à un dérèglement de qualité de la soupe. C'est très important à prendre en compte. Et puis bon, pour ceux qui réceptionnent, parce que je pense qu'il y en a aussi, des réceptions des agriculteurs qui réceptionnent les biodéchets, moi je leur conseille de faire un prélèvement à chaque camion. Alors bien sûr, c'est contraignant, mais simplement pour inciter et faire remonter à celui qui déconditionne le fait que l'agriculteur reste vigilant. Et après, il peut très bien faire une séparation de phase sans envoyer ça en analyse qui coûte un certain prix. Chez lui, il passe son litre de soupe à l'eau chaude et il voit ce qui reste. Et c'est de cette manière-là qu'il constatera si la soupe s'améliore ou pas. Voilà, donc c'est un petit détail, mais ça va très vite et c'est très simple à faire. Donc, voilà. Parce que quand on voit passer un flux, un camion qui vide en DN100 ou en DN150, on ne voit pas s'il y a des corps étrangers, on ne voit rien. On voit une Ouais. belle soupe a priori qui a potentiellement un bon PMBMP, mais dont on ne sait pas vraiment la qualité au niveau des indésirables. Ok, bah super, merci pour le conseil. Bruno, de votre côté, un dernier Bah, je mot? dirais il faut pas négliger l'investissement de base sur la partie filtration de la soupe. Le meilleur moyen de perdre un client d'entrée, en tout cas, c'est de livrer de la soupe sale. Il suffit d'une fois ou deux, après la mauvaise réputation est faite, j'ai envie de dire. Et puis Mm. c'est difficile de reconquérir un peu ce marché-là, du moment qu'on a livré des soupes de mauvaise qualité. Et comme a dit Xavier, là maintenant sur les équipements, c'est clair que pour nous, c'est l'un des points les plus importants. Surtout que c'est un marché où on est quasiment à flux tendu 6 jours sur 7, voire ouais, presque 7 sur 7 selon les périodes de fête et ce genre de choses. Donc il faut que c'est un équipement qui soit fonctionnel 365 jours par an, presque Mm. jour et nuit, quoi. Ça, c'est le gros, je dirais, le gros challenge, en tout cas chez nous, avec les volumes qu'on traite, c'est de pouvoir fonctionner quasiment 7 jours sur 7 toute l'année en quasi continu parce qu'on a très peu de volume de stockage sur site finalement. Ouais. Avec des quantités qu'on passe les 10-15 000 tonnes par année, c'est clair, ce qui rentre le matin doit être déconditionné et filtré le soir, en gros. Donc là, c'est un peu là les deux gros challenges que je verrais, la qualité de la soupe et l'infrastructure qui fonctionne durablement dans le temps. Ouais, la disponibilité machine La disponibilité machine, ouais, est très exactement. importante. Ouais. Ok, et bah, très bien. Bah, merci beaucoup pour vos Ouais, retours. c'est à vous. Je vais regarder s'il y a des questions. N'hésitez pas à en poser. C'est le moment. On va prendre quelques minutes pour y répondre. Alors, je vois qu'il y en avait une. Bonjour, quelle perte de BMP après filtration? Alors, elle est fonction de la qualité des entrants déjà. Si effectivement on déconditionne des pots de yaourt ou si on déconditionne des jambons sous cellophane ou autre, donc en fonction de la qualité de la soupe, on a des pertes de fibres effectivement sur le déconditionnement en deuxième phase. Et l'estimation, alors dans la mesure où on chauffe dans notre technologie, on récupère quand même, je vous disais tout à l'heure, une bonne partie des corps gras qui sont quand même les plus méthanogènes. Et les fibres ou alors, animales ou végétales qu'il peut y avoir sont pas spécialement toujours dégradées dans le temps de séjour du méthaniseur, qui dure entre 40, 30 et 50 jours, on va dire 60 jours pour les modèles agricoles. Ce qui fait que la perte est relativement limitée, on peut l'estimer à 2-3%, quoi. Voilà. Ok, très bien. Alors, on a une question de Aurore. Bonjour, désolé, je n'ai pas tout suivi. La filtration a-t-elle lieu à l'incorporation des biodéchets ou en aval de la digestion avant l'épandage des digestats? Du coup, Alors, en incorporation après le déconditionnement, en amont de la digestion en aérobie. voilà. Bon, bah, La même chose chez nous, ouais. très clair. Il y a une autre question. À quelle fréquence effectuez-vous des analyses de qualité de soupe sur vos exploitations? Alors, nous, on en fait pardon, assez souvent parce que justement, comme on travaille avec l'AMF sur les GT biodéchets, on cherche à mettre en place des valeurs
qui nous permettent, entre l'ADEME et le GT, de référence pour les exprimer et démontrer au niveau national ce qui est fait sur à peu près une dizaine d'exploitations des conditionneurs, quoi. Donc on en fait, oui, tous les 3 mois. Ok, très bien. Bruno, de votre côté, c'est aussi c'est Alors régulier. c'est selon le cahier des charges du label Bio Suisse, mais plus l'installation traite de déchets issus de l'industrie, plus elle doit réaliser d'analyses. Les petites installations font à peu près une analyse chaque 2-3 mois. Une série Hmm. d'analyses, et les grosses, une fois par mois. Donc ça, c'est des analyses officielles via un laboratoire. Après, nous, les exploitants en font de leur côté, mais là, j'entends, c'est avec un tamis. Comme disait avant Voilà. Xavier, avec un tamis de l'eau, et puis c'est le meilleur moyen de réaliser vraiment une filtration chaque semaine pour faire une idée de ce qu'il y a dedans. Hmm. Ok, Et moi, je très dirais bien. de prévoir un petit budget annuel pour filtrer enfin pardon, analyser via une source officielle au moins une fois par mois, Ouais, c'est c'est une bonne pratique. c'est une bonne C'est vrai. pratique, ouais. Ok, très bien. Question de Emmanuel, y a-t-il des progrès dans les déconditionneurs qui évitent, entre guillemets, l'explosion des bouchons et autres plastiques semi-rigides en des particules inférieures à 2 mm? La filtration arrive-t-elle à les récupérer sans être empêchée par le colmatage? Ben, écoutez, nous, sur nos analyses, il y a encore les modèles là. On est sur la partie film EPSC supérieur à 5 mm, non détecté 002, 006, 002, non détecté 002. Donc on est très largement en dessous des 0,3 pour pourcentage Hmm. de matière sèche. Donc après, effectivement, les analyses manquent de justesse sur les inférieurs à 2 mm. Effectivement, on n'a pas les valeurs. Mais dans la mesure où on a ces rapports-là, on considère qu'on est faible et qu'on récupère la plupart des indésirables. Oui. Ouais, ok, très clair. Euh, Autre question, pardon, je vous presse un petit peu, mais on enchaîne il y en a pas mal. Quels sont les frais OPEX, consommation d'eau, électricité en litres et kilowattheures traités par tonne, pardon. Alors, notre technologie n'est pas la plus économe en eau, puisqu'on travaille avec un produit qui est assez fluide, peut-être contrairement à Green Creative et l'eau FlexiPure, on est un peu plus liquide et on a des valeurs plutôt entre 14 et 16% de matière sèche, quoi, mais qui Mhm. sont fluides, on va dire, fluides. Voilà, donc c'est pas la meilleure des technologies, je pense, parce qu'on préfère avoir un peu de liquide, de liquide pour justement que ça puisse passer entre les mailles correctement sous pression. Euh, voilà. Après, en électricité, non, la consommation électrique est assez faible puisque c'est des rotors qui tournent à des vitesses assez lentes. Donc, bon, je pourrais pas vous dire à une valeur, mais Ouais. ça représente pas grand-chose. C'est pas ça. C'est beaucoup plus important un déconditionneur. Je pense que la Mhm. deuxième phase consomme allez, 20% de la première phase. Voilà. Oui, oui, c'est beaucoup moins en effet. Ouais. Alors, une question de Pilameta. Bonjour, quelle marque pour la séparation de phase? Je pense que c'est Je pour. laisse, je laisse la parole à Bruno. Ah ouais, nous, on a toujours travaillé avec Green Creative, donc ça a toujours bien fonctionné chez nous. J'ai pas d'expérience avec d'autres prestataires, pour être honnête. C'est clair, sur des installations plus vieilles, à l'époque, on avait ce qu'on appelle quoi, des moulins à marteau, à Meurmulet en allemand. La qualité de la soupe, de loin, on va dire, elle était bonne, mais le problème était que les plastiques étaient en fait fragmentés en plastique de moins de 5 mm, donc presque des microplastiques. Donc on les voyait pas, mais si vous faisiez une analyse avec un tamis très fin, finalement c'est du plastique qui était là. Donc nous après on est parti sur ces variantes Flexi Dry, Flexi Pure. C'est clair, après, comme a dit Xavier, des plastiques de 2 mm ou moins. Là, je crois que c'est la définition des microplastiques. Nous, on les retrouverait pas dans les analyses que fait le laboratoire, hein, je Hmm. pense. Ouais. Bah justement, il y a une question de Métamoli. Quel taux d'indésirable après chauffe plus filtration? Ah, grosso modo, on est à peu près sur la première phase. Suivant les entrants, c'est toujours pareil, hein, entre 8 et 12% de contenants, et on est à entre 4 et 5% sur la deuxième phase. Donc on monte quand même à 17% en moyenne, quoi. Ouais, ok. Ouais, nous aussi. Pardon, Bruno, vous vouliez Aussi compléter? autour des 15% global entre les deux phases, entre les deux.
Ok. Et j'ai une dernière question. Est-ce que la filtration est-elle nécessaire pour tous les types de biodéchets? Alors j'imagine pour tous les types. Enfin, quand on déconditionne, est-ce qu'il y a des types de biodéchets qu'on déconditionne où la filtration ne ferait pas forcément sens? Bah, je l'ai dit tout à l'heure, tout dépend des entrants. Effectivement, quand on a des spots de lait, mettons, de barquettes de lait ou de pots de lait, on a un taux d'indésirable très faible dans la technologie. Mm. Quand on déconditionne des biodéchets qui sont ramassés par des collecteurs dans des poches d'ordures ménagères, encore, puisque ça se fait encore, il ne faut pas l'oublier. Effectivement, on a une destruction de la poche, soit par des marteaux, soit par des rouleaux, soit, etc. Et on peut avoir des présences de plastique et de microplastique, oui, bien sûr. Donc tout dépend des entrants, quoi. Pour moi, la Mm. filtration, quoi qu'il en soit, bon, on y passe tout dedans, quoi. Propre ou pas propre, tant pis, on s'embête pas, tout est passé dedans, comme ça on prend pas de risques. Ouais, c'est un gage de sécurité alors. Ouais. Alors, je sais pas, on est arrivé au bout des questions et je vois qu'il est 14h31, donc on a respecté le timing. Et donc, si vous avez une dernière question, c'est le moment. Mais sinon, on va Alors, pouvoir. il y a aussi, on n'en a pas parlé, parce que quand on parle de biodéchets, on parle souvent de plastique, d'emballage plastifié et Ouais. autres, mais il y a les boîtes de conserve, il y a les verres, tout ça pose problème. Les boîtes de conserve, bon, certaines machines ont la capacité de le faire facilement, d'autres un peu moins. Là, c'est vrai que la présence d'une double filtration n'est peut-être pas nécessaire sur les boîtes de conserve, Mm. parce qu'on a vraiment un peu de rapport, c'est un paramètre, mais il y a une usure majeure sur les matériels, parce que l'acier use fortement, hein. Ouais. La problématique, elle est plus sur le verre. Le verre, on n'en parle pas, mais c'est vrai qu'on commence à avoir des demandes de spots d'usines agroalimentaires qui ont des verres, hein, comme Andros ou autres, qu'importe, hein. Et passer ça sur nos matériels tels qu'ils sont, on prend le risque. Alors les machines elles vont le casser, le verre. Le problème, c'est Mhm. qu'elles vont le briser. Et le briser, ça nécessite donc des mailles, des petites mailles de verre et de silice qui vont traîner dans les soupes, qui seront très difficiles à extraire derrière, qui vont user nos pompes très facilement, bien sûr, et toute une organisation en inox. Et donc le verre est quand même quelque chose de particulier. Aujourd'hui, je demande aux équipementiers de travailler sérieusement sur ces dossiers-là, parce que les machines que l'on a peuvent en passer, bien sûr, un petit peu. Pas la question, en mélange, il en passe toujours un petit peu. Et quand on a des spots de semi-entières à Mm. déconditionner, je déconseille de les passer sur ces machines-là qui ne sont pas adaptées et surtout qui vont polluer les réseaux et les digesteurs. Sachant que dans les digesteurs, il y a bien la sédimentation qui se fera. Et comme tous les 7 ans, 8 ans, on va vider les digesteurs, on va répandre ces vers dans les champs. Sauf que si l'agriculteur fait des cultures à base de légumes, hein, on peut remonter par les balais des machines de récolte ces morceaux de verre. Et on a eu déjà dans la région des industriels qui ont dû refuser certaines parcelles à cause de la présence de verre. Donc c'est quand même quelque chose de très important, le verre, attention. Voilà. Ouais, à ne pas sous-estimer. Bah, merci pour ce complément d'information, Xavier. Et il y a allez, on autorise une toute dernière question. Quel Ah oui. Elle est ralentissement, intéressante en plus. ouais, quel ralentissement des débits dû à la filtration? Ben oui. Nous, vas-y Xavier, ou bien si j'y vais d'abord. C'est clair, le filtre, ça a légèrement ralenti l'activité des conditionnements. En fait, il faut trouver un juste milieu entre la vitesse de filtrage et la qualité du résidu. Nous, on s'est rendu compte que plus on filtrait un gros volume par heure, plus on retrouvait de matière organique dans le plastique. Ce qui nous pénalisait après financièrement sur les coûts d'incinération, de traitement de ces reflux. Alors après, c'était de trouver un juste milieu entre débit, entre vitesse, débit et qualité en fait du reflux, résidu. Après, nous, sur le filtre là qu'on a de Green Creative, il n'y a pas de. On peut passer 5 mètres cubes heure ou 25 mètres cubes heure, théoriquement, mais nous, de notre expérience, il faut trouver un juste milieu autour des 15 mètres cubes heure pour garder une bonne qualité de reflux et aussi une bonne qualité de soupe. Après, ça dépend aussi un peu des pratiques. Certains mettent un peu plus d'eau. Nous, on essaie de rester très sec. Euh, voilà. Et Xavier, de votre côté? Ben, disons que nous, on a fait le choix d'être tout en double équipement. On a deux déconditionneurs, on a deux hygiénisateurs, on a deux stockeurs de matières premières et deux
deux presses à vis particulières, donc avec des mailles très particulières pour filtrer. En fait, on travaille par batch, ce qui fait que la partie des conditionnements se fait naturellement. On remplit des containers donc, qui font office des sableurs en même temps, hein, de 80 à 100 mètres cubes. Hein. Et donc, ça permet là de pouvoir envoyer des soupes en hygiénation pendant la nuit, la journée bien sûr. Hein. Les deux Mhm. hygiénateurs donc, sont de 20 mètres cubes chacun, filtrent en continu. Et une fois que l'hygiénateur a fait son travail à 70 degrés pendant 1 heure, que c'est certifié pour transmettre les données à la DSV, enfin au DSSPP, au service vétérinaire, hein, on envoie directement et automatiquement dans la nuit, ça envoie la matière sur nos presses en quelque sorte qui filtrent en continu. Quoi. Et on Mm. a maintenant, parce que c'est notre conception, on a mis tout l'automatisme en notre nom, donc on ne dépend pas d'équipementier, ce qui fait qu'on peut arrêter à distance, modifier, etc., par mes services astreintes. Voilà. Bon, et bah bravo et super, super. Merci beaucoup pour vos retours. Pour Merci à vous. ceux qui seraient intéressés de regarder, je vais publier un replay du webinaire, comme ça tout sera disponible. Et pour ceux aussi qui n'ont pas pu se connecter. Merci beaucoup Xavier, merci beaucoup Bruno. Merci à vous Je vous tous. souhaite bonne Merci. journée à tous. Au revoir. Bonne journée, à bientôt, hein, merci. Au revoir.